Bonjour à tous les auditeurs de Cœur à Cœur, je suis Fabienne Tahiti et bienvenue pour votre rubrique Tout ce que j'aurais aimé savoir. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la violence conjugale. Alors, si vous êtes quelqu'un qui aimait avoir des connaissances sur un sujet quelconque, ou si vous êtes tout simplement comme moi, que vous avez un ami ou une amie oui, j'ai dit un ami ou une amie qui vit de la violence conjugale. Donc ce sujet est pour vous. Alors appelez quelqu'un, partagez. Alors revenez-nous après la pause. Alors aujourd'hui, dans notre rubrique Tout ce que j'aurais aimé savoir, nous allons parler d'un sujet assez sensible, mais qu'il faut quand même en parler. Il s'agit de la violence conjugale. Donc, qu'est-ce que c'est que la violence conjugale? Est-ce que tout le monde, est-ce qu'il s'agit de la chicane dont tout le monde en parle dans les couples? Est-ce qu'il s'agit de une chicane amoureuse de temps en temps? Est-ce que c'est ça, la violence conjugale? Et que non. Il y a une différence entre la chicane et vraiment de la violence conjugale. Les recherches nous font vraiment la différence. Une chicane, on peut se chicaner pour tout et pour rien, mais dans la chicane, c'est deux personnes qu'on pourrait dire qui est sur un même pied d'égalité, qui se disputent. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de quelqu'un qui est plus fort que l'autre, il n'y a pas quelqu'un qui exerce son pouvoir sur l'autre. Alors que dans la violence conjugale, ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a quelqu'un qui a une emprise sur l'autre, il y a quelqu'un qui a le contrôle dans le couple, il y a quelqu'un qui a le bouton pas sur on pourrait dire sur les disputes. Il y a quelqu'un qui a le contrôle sur les disputes. Il y a quelqu'un qui décide quand il y a des disputes. Il y a quelqu'un. C'est sûr que lorsqu'on dit quelqu'un, à la majorité des cas, c'est souvent les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Mais ça n'évite pas, ça n'éloigne pas la possibilité qu'il y ait des hommes qui sont victimes de violences conjugales. Et oui, il y en existe. Peut-être qu'il y en existe de moins au niveau des recherches, peut-être que parce que les hommes n'en parlent pas beaucoup, mais quand même, c'est une possibilité. Il y a des hommes aussi qui peuvent vivre de la violence conjugale. Donc, je veux vraiment insister vraiment sur le fait que dans la violence conjugale, il y a cet effet de contrôle, il y a cet effet d'abus de pouvoir d'une personne, ou la plupart du temps de l'homme sur la femme. Il y a vraiment des épisodes de violence sont répétés et un des partenaires prend le contrôle de l'autre et adopte des comportements nuisibles envers l'autre. Donc, lorsqu'on parle de comportements nuisibles, on va parler des différentes formes de violence conjugale. Il y a cette forme qui est quand même insidieuse, qui est plutôt imperceptible, c'est la violence psychologique. C'est quoi la violence psychologique? C'est dévaloriser l'autre. Ça peut être n'importe quoi. On fait à manger. Regarde, même si on n'est pas bonne cuisinière, mais toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Mais quand quelqu'un le fait pour dénigrer, à chaque fois que t'es pas bonne, t'es bonne à rien, et quand ça finit par frapper, par tomber sur le moral, ça sape le moral de quelqu'un. Donc c'est vraiment insidieux, c'est vraiment sournoise. C'est aussi des attitudes et des propos méchants, des propos méprisants. Ça peut être du chantage, des menaces implicites ou explicites. Je t'aime tellement, si tu me quittes, tu vas me suicider.
c'est de la négligence. Des fois, il peut y avoir de l'isolement social. Tu peux voir telle personne, tu peux pas voir ta famille, tu peux pas voir ce groupe d'amis-là. Donc, c'est vraiment, la personne est vraiment limitée dans son choix d'entourage. Comment je pourrais dire? Je pourrais tout simplement dire, c'est plus une personne. Donc, parce qu'il y a quelqu'un qui détient le contrôle. Donc, dans une relation amoureuse, je le dis souvent, il n'y a pas de contrôle dans une relation amoureuse. C'est deux personnes indépendantes, mais qui, dans cette relation, pour faire partir la relation, pour faire grandir la relation, pour harmoniser la relation, il y a une compatibilité, il y a une interdépendance et non pas une codépendance malsaine. Il y a aussi de la violence verbale, donc ça c'est plus explicite, c'est vraiment des gros mots. On peut aller imaginer tous les mots possibles qui peuvent nuire à l'intégrité émotionnelle de quelqu'un, tout ce qui peut faire mal à quelqu'un, t'es bonne à rien, toutes sortes de paroles humiliantes, verbales. Ça peut être des sarcasmes, des insultes, des hurlements, des propos dénigrants et humiliants. Donc on peut y aller à toutes sortes de mots qu'on peut s'imaginer. Et le plus connu un petit peu, c'est la violence physique, oui. Ça, on le voit. C'est la violence quand ça laisse des marques. Ça peut ne pas nécessairement laisser des marques, mais c'est la violence physique où il y a des coups, des frappes. Ça peut être frappé avec un objet, ça peut être mort, ça peut être des morsures, des brûlures. Tout simplement, ça peut être exercer une contrainte vraiment physique et aller jusqu'à l'homicide. On peut le voir, on peut le constater si on l'a souvent dit, mais on l'a pu le constater surtout dans la crise sanitaire depuis 2020. On a vu vraiment des homicides. Il y en a eu au moins une dizaine d'homicides et ce sont tous des homicides faits sur des femmes par leur conjoint ou par leur ex-conjoint. Donc ça c'est important de le comprendre. Il y a aussi la violence sexuelle. Oui, on peut être dans une relation amoureuse, mariée, peu importe, et subir quand même la violence sexuelle. La violence sexuelle, pour qu'une relation soit amoureuse, il faut qu'il y ait toujours consentement. Il faut qu'il y ait toujours l'harmonisation de l'un avec l'autre. L'acceptation, l'accord de l'autre. Quand on me touche et que je ne suis pas en accord, une fois je peux comprendre, mais deux fois on frôle la violence, c'est la violence sexuelle. Et en plus ça peut aller jusqu'à aller contre comment je pourrais dire le nom de la femme et la violer. Et ça c'est vraiment la violence sexuelle extrême là. Les agressions sexuelles, les attouchements, imposition d'actes sexuels, d'actes dégradants, ne serait-ce regarder des choses, regarder des films, des images non désirées, c'est une agression. On parle d'agression sexuelle, mais on est toujours dans le cadre d'une relation, de la relation conjugale. On va aussi parler de violence économique. Et oui, les violences économiques, c'est vraiment... il s'agit de la privation du contrôle ou des ressources financières de la personne. Souvent, on va voir comme il peut y avoir beaucoup de contrôle financier, surtout pour les personnes immigrantes qui viennent d'ailleurs, qui ne connaissent pas nécessairement le pays, surtout qui ont été... comment je pourrais dire, qui ont eu leur résidence, qui ont immigré à cause de leur conjoint. Donc, elles vont se sentir redevables, elles vont se sentir même coupables d'en parler, de parler de la situation parce qu'on se sent redevable, parce que l'autre nous a fait venir dans un pays où, on peut dire, un pays où coule le lait et le miel. Mais quand même, ça peut être aussi une sorte de prison, une cage, une prison dorée. On va aussi parler, vraiment toujours exiger vraiment
de rendre compte sur les dépenses. C'est sûr que dans un couple, il faut quand même... il faut parler, il faut communiquer, il faut avoir, comment je pourrais dire, il faut communiquer si c'est fait au niveau économique à son conjoint, à sa conjointe, mais c'est vraiment exiger vraiment de façon à faire peur à l'autre. Là, on est vraiment dans le cadre, on est vraiment dans la violence conjugale. Au niveau des statistiques, j'ai pu vraiment prendre le temps, il y a quelques temps, d'appeler à un organisme, à SOS violence conjugale, pour savoir un petit peu les statistiques, parce que je sais que les statistiques avant la pandémie, avant la crise, pendant la crise et après, je savais que ça allait changer. Je n'ai pas nécessairement le pourcentage, mais je sais que dans l'organisme où j'ai appelé, avant la pandémie, les appels variaient à peu près 30 000 appels. Et pendant la pandémie, ça a augmenté à peu près à 40 000. Et maintenant, après la pandémie, il y a une augmentation vraiment, on parle vraiment de 60 000 appels par année. Donc, c'est vraiment beaucoup d'appels de personnes, de femmes surtout, qui vivent dans la détresse, qui vivent vraiment avec un conjoint agressif, un conjoint violent, qui vivent vraiment la violence conjugale. Donc c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qu'on ne doit pas prendre à la légère, c'est un sujet comment je pourrais dire, qu'il ne faut pas cacher, parce que si vous êtes une personne qui vous vivez vraiment de la violence conjugale, ce n'est pas le temps de s'isoler, d'avoir peur, d'avoir honte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre de notre témoignage. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'en sortir. Donc en parler, briser le silence, c'est vraiment c'est une façon de s'en sortir. Briser le silence, ça va vraiment faire du bien à soi et aussi aux autres. Donc la violence conjugale n'a pas de frontières. Ah oui. Donc on peut penser que c'est juste des femmes, des adultes qui vont vivre la violence. Oui, même les jeunes dans leurs relations amoureuses peuvent vivre de la violence dans les relations amoureuses. Peu importe l'orientation sexuelle, il y a de la violence conjugale partout. Peu importe la culture qu'on vit ici au Canada ou à travers le monde, il y a de la violence partout à travers le monde. Et selon l'OMS, 30%, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 30% des femmes à travers le monde ont déjà vécu de la violence conjugale. Et cela, ce sont des statistiques seulement rapportées par la police. Donc, on peut savoir, on imagine que ces statistiques, vraiment, c'est une infime partie de la population qui finissent par rapporter, comment je peux dire, par se référer à des organismes ou avoir accès à la police pour en parler. Et je sais qu'on est chanceux ici au Québec ou au Canada où il y a vraiment beaucoup de ressources, mais dans d'autres pays, vous qui me suivez, peut-être en Afrique ou ailleurs, en Haïti, il n'y a pas nécessairement toutes les ressources, ou peut-être que les gens ne sont pas au courant qu'il y a des ressources. Ça peut être vraiment difficile. Et même ici au Québec, on peut être au Québec, on peut être au Canada et ne pas être au courant des ressources qui existent. Mais je peux vous garantir, restez jusqu'au bout, restez jusqu'à la fin. Il y a des ressources. Les ressources sont là, il suffit d'appeler. On sait que comme ressource, le 911, on n'a qu'à appuyer. Le 911, c'est déjà une ressource. Je donne un petit peu d'informations, mais quand même, ça se peut que vous regardez cette émission et vous êtes sur le point de votre départ. Mais je veux que vous sachiez que la police, le 911, c'est déjà une ressource importante.
ce sont des gens qui sont sur le front, il suffit d'un appel, c'est déjà une ressource vraiment accessible. SOS violence conjugale, vous aurez le téléphone à la fin, c'est quand même une ressource. Je l'ai même, vérifié par moi-même. J'ai appelé comme professionnelle, j'ai dit que j'étais une professionnelle, une sexologue, et je voulais avoir l'information. Ça n'a pas pris même pas 3 sonneries. Il y avait quelqu'un, un intervenant qui m'a répondu au bout du fil. Alors, les ressources sont là. Si vous êtes une personne qui vivait cette difficulté, n'hésitez pas à contacter les personnes ressources. Donc, on sait qu'il n'y a aucune barrière d'âge, aucune barrière de culture, aucune barrière de classe sociale, de niveau d'éducation. On peut tous être victimes de violences conjugales. Surtout, je le dis lorsque je parle de violences conjugales, quand on rencontre par exemple un amoureux, j'ai dit un amoureux majoritairement, ça peut être aussi une amoureuse, oui, ça peut être une amoureuse. Donc, lorsqu'on rencontre un conjoint ou un futur conjoint, aux premiers abords, c'est pas écrit sur son front « Je suis un agresseur, je suis une agresseur ». Non, c'est écrit nulle part. Donc, si vous avez déjà visionné des capsules au niveau de la relation amoureuse, on sait que dans une relation amoureuse, c'est la lune de miel. Et ça dépend de chaque personne. Ça dépend de l'attente de chaque individu lorsqu'on rencontre une personne. On peut avoir les signes avant-coureurs devant nos yeux. Tout le monde le voit, sauf nous. Tout simplement parce que notre expérience, nos attentes envers la relation peut être différente d'une personne à l'autre. Et c'est correct et c'est tout à fait normal parce que chaque personne est unique et différente. Et on comprend les choses de façon différente. On a des attentes vis-à-vis des autres de façon différente. Et c'est tout à fait normal. Vous n'avez pas à vous culpabiliser ni à vous condamner. Ce sont des choses qui sont normales. Donc, s'il faut comprendre, des fois, quelqu'un peut se dire, mais si on sait que, comment je pourrais dire, pourquoi ne pas s'en sortir? Pourquoi vivre avec un agresseur? Pourquoi vivre avec un conjoint violent ou une conjointe violente? L'expression, c'est plus facile à dire, prend tout son sens. Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que lorsque quelqu'un vit de la violence conjugale, vraiment la violence conjugale, c'est un cercle vicieux. Puis on va voir vraiment, il y a vraiment des étapes vraiment qui font en sorte que la victime se trouve prise dans une toile d'araignée de la vie, dans une toile d'araignée. La violence conjugale, je la vois comme une toile d'araignée. Au fur et à mesure, la spirale, c'est vraiment une spirale. Le cycle de la violence, c'est comme une spirale. Plus l'agresseur commence petit, mais aussitôt qu'on rentre dans cette spirale, on n'en sort pas, comme une petite mouche prise dans la toile d'une araignée. Donc, on va voir vraiment c'est quoi le cycle de la violence pour bien comprendre les victimes de violences conjugales, pour ne pas porter ou ne plus porter de jugement envers quelqu'un qui vit de la violence conjugale, ou ne même pas obliger à quelqu'un. On peut conseiller quelqu'un, on peut soutenir quelqu'un, juste être là avec quelqu'un, c'est déjà apporter son aide. Juste l'écouter, c'est déjà apporter son aide. Des fois, lui dire quoi faire, la personne n'est pas rendue là, c'est encore mieux lent, c'est encore lent, c'est vraiment l'enfoncer dans ce cycle-là. La première phase du cycle, il s'agit de l'attention de l'agresseur. Lorsqu'on parle de l'attention, c'est que n'importe quelle situation, aussi minime, aussi banale, du plus petit au plus grand, peut emmener l'agresseur à avoir des accès de colère. N'importe quelle situation peut être utilisée pour créer cette tension. Donc l'agresseur a des excès de colère, menace l'autre personne du regard, fait peser de lourds silences. Et la victime, elle se sent inquiète, elle tente
dans son cas, de son côté, elle veut améliorer la relation. Elle ne veut pas nécessairement vivre ces tensions, mais elle va chercher à améliorer le climat. Elle va chercher vraiment à apaiser la tension, à améliorer l'atmosphère. Mais on sait que cette tension va en crescendo, du plus petit au plus grand. Au début, c'est tout petit, mais après, c'est vraiment la tension devient vraiment grande. Là, il y a la tension, mais il y a aussi l'agression. Après la tension, il suffit que l'agresseur va s'énerver et il n'y a pas vraiment d'espace-temps. La tension peut arriver, puis quelques temps après, l'agresseur pose l'acte d'agressivité. L'agresseur a des excès de colère, menace l'autre. Donc, la victime vraiment vit dans cette vie vraiment... peut être victime de toutes sortes, de toute forme d'agression, aussi bien que l'agression sexuelle, l'agression physique, l'agression verbale ou l'agression psychologique. Et la troisième phase, c'est la justification. Mais j'étais en colère à cause que tu n'as pas fait ci. J'étais en colère parce que, je sais pas, la nourriture ne goûtait pas bon. J'étais en colère parce que les enfants n'étaient pas habillés comme il faut. Donc, il y a l'agresseur vraiment va trouver toutes sortes de raisons pour justifier son comportement, son comportement agressif. Et la quatrième phase, c'est la phase de la réconciliation. Dans la réconciliation, on peut s'imaginer plein de choses. C'est comme une genre de lune de miel. Il va y avoir des promesses qui viennent avec. Je ne vais plus le refaire. Les femmes, l'homme va offrir des fleurs pour se faire pardonner, prétendant qu'il ne va plus recommencer. Mais on sait que quand vraiment il s'agit vraiment de la violence conjugale, d'une violence, ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter du jour au lendemain. Donc la victime va donner la chance à son agresseur. Elle va croire à toutes les promesses que l'agresseur va changer. Et elle va finir par le croire dans son cœur que la victime va changer. Donc l'espoir d'une personne qui est victime de violence conjugale, c'est que l'autre va changer. Et plus on pense que l'autre va changer, plus on s'enlise dans ce cycle. Parce que plus l'agression, plus la relation avec l'agresseur, l'agression d'agressivité, finalement, va s'enliser. La victime va s'enliser dans un cercle vicieux, dans un cycle qu'elle ne pourra plus contrôler. Donc, ça passe entre l'espace-temps, c'est plus des espaces comme il y a de la tension, quelques temps après, il y a de l'agressivité, il y a des actes. Non, c'est vraiment, les actes sont de plus en plus répétitifs, les comportements agressifs, le conjoint va être de plus en plus agressif dans un espace vraiment de temps très très rapproché. Et ça, c'est ce qui rend vraiment... c'est ce qui rend vraiment ce cercle phénoménal très vicieux. Le temps de se le dire, la victime va vraiment s'enfoncer dans un trou infernal, comme un point de non-retour, et c'est difficile. Et des fois, comme nous, de l'extérieur, c'est facile de porter un jugement. Quand j'étais jeune, je sais pas, tout comme vous, je me posais beaucoup de questions. Mais pourquoi telle femme reste avec tel homme? Même si je ne faisais pas j'avais pas de jugement vers les personnes, mais quand même, on se pose la question, comment une femme peut rester vraiment dans cette atmosphère difficile, dans cette atmosphère de violence? Mais elle n'avait qu'à partir.
elle n'avait qu'à quitter, puis tout simplement, et tout laisser tomber. Mais c'est plus facile à dire, c'est vraiment plus facile à dire qu'à faire. Parce que ça dépend de l'expérience de chaque personne. Il y a des personnes qui eux-mêmes, malheureusement en tant qu'adultes, ils ont déjà vécu, ils ont déjà été témoins de victimes de violences conjugales. Ça peut aussi rendre certaines personnes très vulnérables. On va voir vraiment les conséquences de la violence conjugale. On peut s'en douter que c'est de l'autre conséquence. C'est des personnes qui vont vivre beaucoup d'anxiété. Il y a des femmes qui vont vivre beaucoup, qui vont avoir des troubles de sommeil, des pertes de mémoire, des troubles de l'alimentation, des problèmes de concentration, des douleurs chroniques au dos, un petit peu partout dans le corps. Il y a des femmes qui vont vivre de la précarité financière, surtout si c'est l'homme qui est le pourvoyeur de la famille. Alors là, c'est les femmes qui vivent de la violence conjugale vivent ont beaucoup de difficultés au niveau financier. Ce sont des femmes, comment je pourrais dire, qui vivent aussi avec des problèmes de dépendance. Des femmes vont vivre aussi des idées suicidaires et plein d'autres comment je pourrais dire, d'autres éléments que je n'ai pas cités, que vous pouvez même imaginer. Et vous savez que surtout dans une relation de couple, et il y a la femme qui est victime de l'agression, mais il y a aussi, s'il y a des enfants, les enfants aussi deviennent des victimes collatéraux, des victimes très présentes, des victimes qui vont vraiment vivre avec des conséquences très lourdes dans le présent et même dans le futur, à court, à moyen et à long terme. Pour les enfants, des fois, on va avoir des enfants toujours en crise de larmes, en crise de colère. Des fois, on ne le sait pas toujours, mais ça peut... Les enfants qui vivent... qui sont en contact vraiment avec un foyer, un environnement où il y a de la violence conjugale, peuvent avoir à vivre des crises de colère, des cauchemars, des comportements violents. Ils vont mordre, si c'est des enfants en bas âge, ils vont mordre, ils vont frapper, ils vont briser des jouets. Il va aussi avoir des enfants qui vont avoir une perte de poids. Il y a des enfants qui vont vivre de l'anxiété, de la dépression. Il y a des enfants, surtout à l'adolescence, qui vont décrocher au niveau scolaire. Il peut y avoir aussi des problèmes de délinquance. Et étant donné que ces jeunes ont vécu, par exemple, s'ils ont vécu la violence très tôt dans l'enfance, ils peuvent eux-mêmes arriver à l'adolescence reproduire cette violence. Donc vraiment, la violence conjugale a de lourdes conséquences. On ne peut pas passer sous silence. Si vous êtes quelqu'un ou une personne, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, ce n'est pas le moment de jouer à l'autruche. Ce n'est pas le moment, comment je pourrais dire, j'aime pas le dire, mais je vais le dire. Oui, il faut prier. Prier, méditer, ça permet d'apaiser, de nous apaiser, ça nous permet de mieux réfléchir, ça nous permet d'avoir plus de discernement pour prendre plus de décisions. Mais des fois, la personne a besoin vraiment d'une écoute, d'une présence pour être soutenue dans la difficulté que la personne vit dans le présent. Parfois, on se pose la question, mais pourquoi la victime reste? Pourquoi il y a quand même assez de ressources au Canada, au Québec? On vit au Québec. Si vous vivez dans d'autres pays comme Haïti, en Afrique, les ressources peut-être, je comprends que les ressources peuvent être limitées, mais au Québec, les ressources sont là. Les ressources sont là. Mais des fois, on se pose la question, même quand les ressources sont là, pourquoi la personne reste quand même dans cette situation? C'est quoi les raisons qui peuvent pousser quelqu'un à rester avec un conjoint violent?
il peut y avoir de nombreuses raisons. Peur de représailles. On voit surtout avec la pandémie les représailles des femmes qui ont peur que les conjoints les tuent, leur fassent du mal. C'est bien réel. La crise sanitaire nous l'a prouvé. Comme je l'avais dit tantôt, il y a au moins 10 femmes qui ont été tuées par un conjoint ou par un ex-conjoint. Peur de représailles, peur que le conjoint fasse mal à leurs enfants si dans le couple il y a des enfants. L'isolement social. La femme se dit, sans famille ni amis, j'ai nulle part où aller, où me réfugier. Donc c'est toutes ces questions. La personne qui vit cette difficulté se pose beaucoup de questions. Donc des fois juste une présence de la personne, une présence pour l'écouter, c'est déjà beaucoup de choses. Parce que la personne a déjà imaginé toutes sortes de solutions. Elle attend tout simplement le moment idéal, le moment où la force sera là, le moment idéal pour s'en défaire s'il le faut, pour s'en défaire s'il le faut. Des fois, la seule solution, c'est de quitter quand la violence devient insupportable. Ou tout simplement, même si cette violence n'est pas insupportable, n'attendez pas que la violence se dégrade pour prendre une décision. Des fois, quitter, c'est la meilleure décision, même quand ça fait mal, même quand il y a tous les sentiments, les peurs qui vont arriver, qui vont nous accabler au départ, mais à la fin, c'est toujours positif. Il y a aussi la peur du jugement des autres, la peur de ne pas être cru par l'entourage. Oui, il peut y avoir ça aussi. Parce que des fois, l'agresseur, c'est pas le visage qu'il présente à la victime et le visage qu'il donne au public ou à la famille, c'est deux visages différents. Donc, il y a un genre de manipulation. Je me présente aux autres d'une façon, je suis très cordiale, très conviviale avec les autres, très gentille, très joviale. Des fois, ça peut être devant les autres, devant la famille, le conjoint idéal, le mari idéal, l'amoureux idéal. Et lorsque ça se présente de cette façon-là, la victime... c'est normal que la victime a peur de ne pas être crue. C'est normal que la victime a peur du jugement des autres. Parce que la personne que la victime connaît n'est pas la même personne que les autres connaissent. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention. Des fois, le conjoint agresseur c'est un manipulateur vraiment, qui manipule bien les choses, les circonstances, les faits, son attitude pour vraiment mieux accaparer sa victime. Pourquoi la victime reste? L'espoir constant que l'autre va changer. Eh oui, il y a aussi la victime, oui, malgré tout ce qui peut arriver, la victime est amoureuse de son conjoint, la victime, si c'est dans le cas d'un homme, la victime est amoureuse de sa femme, de son amoureuse, donc vice-versa. Donc, il y a toujours l'espoir constant que l'autre va changer. Et plus on pense que l'autre va changer, plus la victime lui-même devient victime, plus la victime s'enfonce. Et là, ça devient vraiment dangereux. Quitter son agresseur, est-ce que c'est possible? Les écrits nous disent que ça prend au moins 7 à 8 fois de quitter le conjoint agressif avant de le quitter définitivement. On va voir une femme qui vit de la violence conjugale va quitter à plusieurs reprises le conjoint,
jusqu'à ce qu'elle va le laisser définitivement. C'est un long processus. C'est un long processus, un long cheminement psychologique de la part de la victime jusqu'à ce que vraiment elle va quitter vraiment définitivement le conjoint agressif. Donc, il faut même pas essayer de, comment je peux dire, de conseiller quelqu'un de quitter. La personne sait qu'il veut quitter. Les gens savent qu'il faut quitter. Mais quand quitter, c'est vraiment, ça va dépendre de chaque individu. Donc, c'est vraiment le temps que la personne rassemble toute son énergie, toutes ses forces. Et on sait que les études nous montrent qu'une femme victime de violence conjugale, les raisons qui peuvent motiver les femmes à quitter définitivement leur conjoint. Vraiment, c'est de savoir qu'il y a de l'aide qui existe pour elle et pour ses enfants. Et je sais qu'au Québec, nous avons vraiment de bonnes ressources pour cela. Il y a les maisons d'hébergement. Donc, tantôt, j'avais parlé aussi de SOS violence conjugale, où que vous soyez. Il y a le numéro 1-800 qu'on peut vraiment appeler. Lorsqu'on tape SOS violence conjugale sur Internet, on trouve automatiquement un numéro 1-800 pour appeler. 1-800-363 90-10, 1-800-363 90-10. Je vais le répéter, 1-800-363 90-10. Je l'ai essayé pour vous, pour vérifier l'efficacité. Dans 2 secondes, 3 secondes, même pas 2 sonneries. J'avais déjà une intervenante au bout du fil pour me parler. Donc vraiment, n'hésitez pas vraiment à appeler de l'aide. Donc vraiment savoir qu'il y a de l'aide qui existe. Les femmes finissent par s'en sortir, de l'aide pour leurs enfants. Et quand on appelle à un exemple à SOS violence conjugale, les intervenants vraiment vont vous prendre en charge, vous et votre enfant, et ils vont faire le suivi avec vous pour trouver aussi une maison d'hébergement. Je ne sais pas nécessairement dans combien de temps nécessairement qu'ils trouvent que ces maisons d'hébergement sont disponibles, mais quand même, on sait que les ressources sont là. La deuxième chose, c'est reconnaître l'impact de la violence conjugale sur les enfants. Donc, on sait que les mamans, les femmes, les mères aiment beaucoup leurs enfants, mais lorsqu'elles savent aussi que les enfants sont beaucoup touchés, donc elles sont beaucoup prêtes aussi à tout faire pour s'en sortir. Souvent, l'une des raisons, c'est que la personne a atteint son niveau, son seuil critique. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il suffit d'une petite goutte d'eau. Donc ça dépend, peu importe si c'est la 2e, 3e fois, 4e fois. Donc quand la personne a atteint vraiment son niveau, son seuil critique, qui dit mais j'en peux plus. Là j'en peux plus, ça déborde, c'est trop pour moi. La femme finit par s'en sortir. Donc si vous êtes une amie ou une personne, un membre de la famille, et peut-être que vous souffrez que votre personne, votre ami ou votre membre de votre famille souffre et vit avec de la violence conjugale, donc ce qu'on peut faire, oui, on peut prier, on peut espérer beaucoup de choses, que la personne puisse s'en sortir. Mais déjà, avoir une écoute, de l'aide, donner votre aide, donner votre présence, demander à l'autre qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'aider. C'est déjà une bonne chose. Donc, la plupart des personnes qui vivent la violence conjugale, surtout les femmes, hommes ou femmes, ont besoin beaucoup de ressources pour s'en sortir. Et je sais que vous qui m'écoutez et que vous n'êtes pas victime, vous pouvez faire la différence dans la vie de quelqu'un. Donc, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est vraiment
de soutenir la personne, d'aider la personne. Des fois, comme j'avais dit, on peut connaître la victime, l'agresseur d'une façon, le conjoint de façon joviale, qui aime ses enfants, mais de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est autre chose avec la victime. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment de toujours croire la victime. Toujours croire. Le mot d'ordre, c'est de toujours croire la victime. Il y a des ressources, c'est de savoir qu'il y a des ressources qui sont là pour que les victimes puissent s'en sortir. SOS conjugal. Il y a le 911. Ce sont des gens qui sont toujours là au front. Il suffit d'un appel. On va avoir quelqu'un au bout du fil. SOS conjugal. On peut texter, on peut clavarder, avec des professionnels assez compétents. Sur ce, moi j'aimerais ça vous laisser sur une citation biblique. Ça aurait pu être n'importe quelle citation, mais j'aime beaucoup les citations bibliques. Pourquoi pas. C'est une réflexion. Je vous laisse vraiment pour réfléchir et méditer. C'est dans Proverbe 22, versets 24 et 25. Ça dit, ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Et c'est justement ça qui arrive aux personnes qui sont victimes de violences conjugales. La violence arrive petit à petit, de façon sournoise, sans qu'on s'y attende, et ça devient un piège tellement dangereux, un piège tellement difficile que la victime, c'est difficile que la victime puisse s'en sortir. Mais quand même, si vous êtes quelqu'un qui ne vivait pas de la violence, peut-être que vous vous dites, moi je ne vivrai jamais, je ne tomberai jamais avec un conjoint ou une conjointe violente. Mais comme je vous le dis, ce n'est jamais écrit sur le front de quelqu'un que je suis un agresseur, que je suis un conjoint ou une conjointe agressive. Donc c'est vraiment ça, dit ne fréquente pas l'homme violent. Ça veut dire comme dès le départ, juste un acte, une parole, une façon de faire, une attitude, un comportement violent dès le départ, ce qu'on peut faire, c'est vraiment de l'arrêter dès le départ si on est capable, ou de s'en sortir, ou d'éviter. On peut éviter une personne violente. Une personne violente, l'éviter, ça ne veut pas dire comme ne plus lui parler, ne plus l'aimer, non. Avant tout, il faut s'aimer soi-même. Parce que pour aimer quelqu'un, il faut s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, être capable de se dire non, pas ça. Pour moi, non. Non à la violence. Parce que je considère, moi je trouve ça beau, j'aime ça les images. Chaque être humain, chaque individu, c'est un territoire à part entière. Un territoire à part entière avec des valeurs, avec des limites. Donc dès le départ, même avec les amis, c'est quelque chose qui est aussi bon pour les relations amoureuses, pour la relation conjugale, mais c'est aussi bon pour la relation avec les autres. Non, pas pour moi. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je ne veux pas ça. Donc, dès le départ, on sent qu'il y a quelque chose qui est agressif envers nous. C'est d'être capable de le nommer. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais au moins, dès le départ, si on peut, avant de tomber dans ce piège, on peut en parler. On peut parler à l'autre de ce comportement qu'on trouve inadéquat, qu'on trouve inacceptable. Donc, je vous laisse sur cette réflexion. Vous en faites ce que vous voulez. Alors, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous revois à la prochaine rubrique. À bientôt.